Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 18 janvier, le nouveau président de région, Harry Chalus, était à Marie-Galante ce samedi pour sa première visite officielle en tant que président de région. Plusieurs thèmes ont été abordés sur la Grande Galette, notamment les fameux C2DT, les contrats de développement durable territoriaux. Selon Harry Chalus, les fonds n'existeraient pas. Je vous propose de l'écouter. Je le dis, il n'y a pas de remise en question du C2DT. Je préfère même pas en parler, je laisse au maire le soin de découvrir. Alors je le dis publiquement, posez la question à M. Lobo, le DGA Finance, au directeur financier M. Jeanqui, qui n'ont jamais été associés à ce C2DT. Il n'y a rien en crédit de paiement, seulement en autorisation de programme. Rien, pas un seul euro. Mais comme souvent, tout est déformé, et on voudra dire que ce soit encore une guerre entre le nouveau président et le président sortant, je préfère laisser le soin au maire car je pense que nous ferons une réunion avec tous les maires et le service financier pour leur montrer les dossiers, pour leur montrer qu'il n'y a pas un seul euro en crédit de paiement. Voilà. Des propos recueillis par Karine Gielman. Écoutons maintenant la réaction de Maryse Hetzel, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante. Et que pour nous, entendre qu'aujourd'hui les engagements signés par un président de région n'étaient basés sur rien, vous comprenez notre déception et je pense que les autres maires s'associent à moi en tant que président de communauté de communes. C'est tout simplement pas croyable qu'en tant qu'ancien ministre, ancien président de région, on s'engage, on signe à sa signature apposée au bas de contrat et que j'apprenne aujourd'hui qu'il n'y a pas un euro inscrit, je préfère ne pas commenter et je laisse à l'approbation et à la réflexion de la population de la Guadeloupe tout entière ce que nous avons tous appris aujourd'hui. Et lors de sa visite, le président de région, Harry Chalus, a pointé du doigt la situation de l'île, une île trop souvent abandonnée selon lui. Qu'en pensent les Marie-Galantais? Karine Gielman leur a posé la question. Marie-Galante, des plages de rêve, une biodiversité dense et pourtant une île abandonnée. L'île est passée de 30 000 habitants en 1946. 70 ans après, elle n'en compte plus que 11 000. La jeunesse s'en va, les infrastructures manquent. Fort de ce constat, les élus et la population répondent de concert. Marie-Galante, tout est prioritaire vu le déficit d'infrastructures, le déficit de prise en compte de nos véritables problématiques sur l'île. Cependant, nous aurons à prioriser sur la mandature nos actions et j'ai envie de vous dire, c'est surtout le développement humain et le cadre pour ce faire. Qu'ils arrivent à ranger l'hôpital, quoi. Réformer, arrêter de voyager avec des malades, avec des hélicoptères et tout ça. Que ça s'arrête, quoi. Que puis ça peut s'améliorer, quoi. Plus de développement pour les jeunes. Le fait qu'on a élu un nouvel président du conseil régional, j'espère qu'ils vont essayer de développer d'autres choses pour Marie-Galante. Ouais, nous, c'est-à-dire Marie-Galante, on est tranquille. Il y en a des gens qui ne travaillent pas. Alors il faut faire plus d'emplois pour les gens travailler. Si tout le monde, comment dire encore, se donne la volonté, le courage et les moyens, on peut sortir et on peut être plus loin que Guadeloupe, Saint-Martin et tous les autres. Que ce soit plus visité, qu'il y a plus de touristes, quoi d'autre? Plus de choses, quoi. Relancer l'eau, l'agriculture et l'emploi, mais aussi le tourisme sont des souhaits qui reviennent parmi les habitants de Marie-Galante. Lors de la visite du président de région, Harry Chalus, ces thèmes ont été évoqués, dont la nécessité de développer l'agriculture. Les quelques agriculteurs courageux qui restent, il faut quand même qu'ils soient aidés. Nous n'avons pas d'eau agricole. Bon, le président a promis de mettre en place un certain nombre de systèmes pour que nous puissions avoir de l'eau, que ces agriculteurs puissent avoir de l'eau. Et je dis que Marie-Galante ne produit plus. Marie-Galante ne produit plus au point de vue agriculture. L'agriculture diversifiée. Et nous voyons tous les jours arriver des cartons de légumes, de fruits venant de la Guadeloupe, voire d'ailleurs. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on puisse résoudre ce problème au niveau de l'agriculture diversifiée. L'occasion pour le maire de Saint-Louis d'évoquer la problématique de l'insularité. J'entends par là le transport maritime, le fret pour les marchandises, puisque un Marie-Galantais ne peut pas payer une bouteille d'eau 2 à 3 fois plus cher qu'un Guadeloupéen sur le continent. J'entends aussi le transport aérien. Comment peut-on dire
que le tourisme doit être le moteur du développement, un des moteurs du développement économique à Marie-Galante et ne pas avoir, par exemple, la possibilité de prendre l'avion. Dans l'émulation des propositions et dans son enthousiasme pour redonner à Marie-Galante son faste d'antan, le président de région a décidé de nommer un cadre technicien afin d'assurer avec les élus de l'île le suivi des objectifs fixés. Cette semaine est placée sous le signe de la santé en Guadeloupe. Plusieurs établissements vont proposer jusqu'à vendredi des expositions ou encore des conférences. Le CREPS organise aujourd'hui une journée porte ouverte, au programme notamment des consultations gratuites avec différents spécialistes. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Rendre accessible le pôle santé du CREPS à tous, c'est l'objectif de cette journée porte ouverte de la santé. Les gens ne connaissent pas forcément nos structures, entendent parler du CREPS, ne savent pas forcément ce qu'on y fait. Et bien sûr, on s'occupe des sportifs de haut niveau, chacun le sait. Quand on s'occupe des sportifs, on s'occupe également de leur santé. Et donc le suivi, notre expertise sur le suivi de la santé des sportifs nous a permis d'ouvrir, parce qu'il y avait un besoin, un centre de santé donc à côté du centre médico-sportif. Et ce centre de santé nous permet de proposer des consultations à la fois de généralistes mais également auprès de cardiologues, en paramédical, sur les ostéopathes, des kinésithérapeutes, diététiciens, podologues, et nous avons également des consultations de psychologues. Alors la population n'est pas forcément en bonne santé, mais en tout état de cause, on propose une offre, il faut qu'elle soit connue de tout à chacun, et à partir de là, l'objectif c'est de faire profiter de notre expertise avec les sportifs auprès de la population guadeloupéenne. Engagé sur de nombreux projets en collaboration avec le GIP RASPEG, groupement d'intérêt public, des réseaux et des actions de la santé publique, le CREPS permet aussi au grand public de rencontrer des médecins aujourd'hui. Alors, je pense que l'intérêt est multiple. On est de plus en plus dans une société où on est sédentaire, où les gens ont perdu un peu le sens de l'effort, je pense, le fait ne serait-ce que de sortir de chez soi, d'aller marcher, de prendre le temps de... Voilà, tout simplement déjà ne serait-ce que de marcher. Donc on n'est pas forcément sur le sport, mais ne serait-ce que l'activité physique. C'est deux choses différentes. Et de plus, on a quand même un problème de santé publique important qui est l'obésité aux Antilles-Guyane, qui est encore plus important, je pense, que sur le territoire métropolitain. Et donc là, on voit qu'il y a une importance, pas seulement des régimes habituels ou de tous les autres moyens qu'on peut retrouver, mais vraiment de remettre les gens en activité physique, voire au sport quand ils arrivent à adhérer à ce système d'activité physique. Certains sportifs amateurs, habitués des lieux, ont profité de cette journée pour effectuer divers ateliers. Puis je suis en train de préparer un BPGEPS cyclisme, un brevet d'état à l'ancienne appellation. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici au CREPS, où quand même régulièrement nous sommes, parce que c'est où nous passons la majorité du temps en formation. Mais plus précisément aujourd'hui, c'est autour de santé pour tous. Et puis là, nous sommes dans la salle de sport où on apprend les différentes activités, surtout celui qu'on vient d'effectuer, le gainage, qui est une activité qu'on est censé pratiquer pendant toute la période de la saison. Bon, en gros, c'est un petit peu ça. On découvre aussi les différentes activités qu'on n'utilisait pas, qui étaient un petit peu morts chez nous, et qui étaient en sommeil, et puis il fallait quand même les travailler. Je fais cette séance aujourd'hui puisque samedi soir j'étais en Martinique pour un combat et il s'avère que j'ai eu quelques douleurs au cou, donc je profite de cette journée pour pouvoir régler ces soucis. Ouvert au public en janvier 2015, les consultations au centre de santé se font prioritairement sur rendez-vous. Ce dispositif convient parfaitement aux personnes atteintes de maladies chroniques ou aux personnes souhaitant reprendre une activité physique. Le centre de santé du CREPS regroupe ainsi l'offre de soins de l'ensemble des professions médicales et paramédicales en un même lieu. Et on va rester dans le domaine du sport puisque le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia, était en Guadeloupe samedi et dimanche. L'un des thèmes de sa visite, la candidature de Paris pour les Jeux d'été de 2024. On fait le point tout de suite avec Éric Pommier. Denis Masseglia, président du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, est détendu en toute convivialité ici dans un restaurant à Jarry avec des acteurs du monde sportif. Pourtant, sa venue est importante. La candidature de Paris aux Jeux Olympiques d'été a échoué 3 fois depuis 1992. Alors cette fois, pour avoir plus de chances de l'emporter, Denis Masseglia est chargé par le comité de candidature
d'orchestrer cette opération de campagne auprès des instances sportives d'outre-mer. Et il n'y a pas mieux que les acteurs locaux pour être en lien, en discussion, en coopération avec les autres acteurs internationaux qui font partie de la zone de Caraïbes ou de la zone d'Amérique du Sud. Donc c'est pour cela aussi qu'il était important de confirmer le fait que Guyane, Guadeloupe, Martinique seraient des membres associés des associations d'Amérique centrale et de Caraïbes. Le mouvement en France, ce sont 175 000 associations, 17 millions de licenciés. La Guadeloupe, terre de champions, présente un profil idéal pour dénicher de vaillants porte-parole, car tout nouveau, la mobilisation n'est plus du ressort des politiques, mais bien des sportifs désormais leaders du projet. Alain Sorès du mouvement sportif guadeloupéen, c'est l'aventure musclée, mais elle doit coûte que coûte bénéficier du soutien de la Guadeloupe. Donc ça implique que nous allons attendre d'avoir les mots d'ordre, les éléments de communication du CNOSF pour entrer en campagne. C'est une campagne pour essayer de convaincre les membres du CIO, les pays d'où ils viennent, pour faire en sorte de savoir que ça sera très intéressant d'avoir par exemple l'équitation à Versailles, d'avoir la voile à Marseille, d'avoir Paris capitale avec l'escrime au Grand Palais, etc. Donc nous allons essayer de faire en sorte de promotionner la candidature de Paris. Il faut que tout le monde soit synchronisé, donc il faut accepter aussi que ce qui compte soit la cause, et la cause principale, c'est effectivement cette candidature qui nous tient à cœur et pour laquelle nous allons nous engager intelligemment. 2024, 4 ans après Rio, Paris rêve des Jeux, ceux qu'elle a organisés pour la première fois en 1924. 100 ans après, peut-être que l'organisation sera enfin acceptée. Les Outre-mer se souviendront alors avoir pesé dans la balance pour des Jeux que Paris a estimés à un budget à hauteur de 6 milliards d'euros. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce midi les Bahamas, mais aussi Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Bahamas. Suite de l'affaire de viol d'une jeune touriste américaine par un moniteur de jet ski. La chargée d'affaires pour les États-Unis, Liza Johnson, informe que le criminel n'était pas autorisé à exploiter une base de jet ski, n'ayant pas les autorisations requises. L'ambassade mentionne que c'est une charge supplémentaire contre les Bahamas, car cela signifie que l'application et le système d'octroi de licence ne fonctionnent pas comme il le devrait dans l'archipel. Liza Johnson rappelle que le but de l'ambassade des États-Unis est de protéger ses concitoyens. Elle affirme que si les mesures réglementaires ne sont pas appliquées, l'interdiction faite aux touristes de pratiquer les sports nautiques aux Bahamas sera maintenue. Liza Johnson rencontrera la commissaire de police des Bahamas afin de faire le point sur ce dossier et s'assurer que ceux qui ont été arrêtés ne retourneront plus sur les plages. Haïti. 6 ans après le tremblement de terre dévastateur qui a causé plus de 200 000 morts et fait au moins 1 500 000 sans-abri, l'Organisation des Nations Unies a souligné que l'action humanitaire a obtenu des résultats significatifs, mais que la situation se détériore depuis juin. En effet, depuis juin 2015, l'ONU relève une nette détérioration de la situation humanitaire, avec une forte recrudescence du nombre de cas de choléra, plus de 33 000 en 2015. En outre, en raison de la sécheresse et les effets d'El Niño, l'insécurité alimentaire a augmenté, touchant environ 3 millions d'Haïtiens. Cette grande vulnérabilité aux catastrophes a relancé la question de la migration haïtienne, ce qui a contribué à la dégradation du contexte humanitaire. Plus de 55 000 Haïtiens ont été reconduits à la frontière dominicaine dans des conditions difficiles. Selon l'ONU, ce chiffre ne constitue qu'une petite partie des expulsés de la République dominicaine vers Haïti depuis juin 2015. Haïti toujours. Bienvenue à l'Abadi, sur la plage privée de la Royal Caribbean, l'unique compagnie de croisière opérant en Haïti. Une haute clôture protège la plage, où les habitants doivent payer un droit d'entrée pour pouvoir vendre à la criée rhum, t-shirts et porte-clés. Alix Latatour, ancien employé de la compagnie de croisière née à l'Abadi, dénonce ce qu'il appelle la prison des touristes. Les médias locaux jugent aussi d'un œil sévère la présence de la Royal Caribbean en Haïti et mettent en avant une vision de possédants face à des dépossédés, séparés symboliquement par des barbelés. De son côté, la compagnie de croisière précise que beaucoup d'argent est injecté dans l'économie haïtienne et qu'elle emploie à elle seule 200 villageois qui ont pu envoyer leurs enfants à l'école. En 2010,
La Royal Caribbean a même bâti une nouvelle école à laquelle elle a donné son nom. Ce qui attriste Alix Latatour, c'est que les deux Labadie ne se rencontrent jamais. Les touristes ne voient pas comment vivent les vrais Haïtiens, ce qu'ils cuisinent, comment ils cultivent la terre, à quoi ressemble leur musique. D'autres projets immobiliers d'envergure sont prévus en Haïti, notamment sur l'île à Vache. Serait-ce un second Labadie ? Et puisque l'on parle des Caraïbes, notez que le président cubain Raúl Castro rencontrera le président français François Hollande. Ce sera le 1er février prochain à Paris. L'annonce a été faite aujourd'hui. On ouvre notre page des sports avec tout d'abord du football. Le tirage au sort pour le premier tour du tournoi UFC a été effectué, un tournoi majeur dans la Caraïbe. La Guadeloupe sera face à Saint-Martin et face au Suriname. Le premier tour qui se déroulera du 21 au 27 mars prochain. Le palmarès des trophées du sport a quant à lui été dévoilé ce week-end. Karl Chipotel a été élu meilleur sportif de l'année 2015 de Guadeloupe. Du côté des femmes, c'est toute une équipe qui a été récompensée, l'équipe de handball du Zayenla. Courir en étant aspergé de poudre colorée, c'est la scène qui s'est déroulée hier aux Abîmes. La Créole Color Run a réuni plus d'1 millier de participants. Enfants et adultes ont marché ou bien couru, le tout dans la bonne humeur. Ambiance avec Muriel Barlagne. Nous sommes au Creps Antilles-Guyane. Au gymnase Roger Bambuc, la course se prépare. Les Créole Color Runners récupèrent leur kit. Il comprend un t-shirt, une paire de lunettes, des tatouages temporaires, un dossard et bien sûr de la poudre. Elle servira à colorer les coureurs à chaque kilomètre. La Créole Color Run, une course sans enjeu, pour le plaisir et pour le fun. Il y a un parcours Timoun, donc pour les enfants de moins de 6 ans. Donc ils sont encadrés par les éducateurs du CREPS. Après, on a le parcours de 2,5 km, donc qui concerne tous les enfants au-dessus de 10 ans. Avec parents, avec un accompagnateur, donc ils sont sur 2,5 km, et le 5 km, le full color, pour tous les autres. Donc on a un parcours accessible aux handicapés, donc à ne pas oublier, donc voilà. Donc c'est vraiment accessible à tous. Pour démarrer cette course décalée, ambiance DJ et animation avec un professeur de fitness. Les 1500 Créole Color Runners se laissent gagner par le rythme sous un soleil de plomb. C'est l'échauffement général. On est très animés, on est venu pour pouvoir s'amuser et c'est clair, ça va être le cas. Il n'y a pas de souci. Peu après 15h, c'est le top départ, direction Milénis. Les participants s'élancent en courant, mais on peut aussi marcher. L'essentiel, c'est de participer. Le circuit est plutôt simple, un tour par Providence, puis retour vers le Creps. Les visages affichent les couleurs de la course. Malgré l'effort, les sourires sont toujours présents. Ça a été, lui il a bien apprécié, nous aussi, donc voilà, une après-midi fun quoi. Voilà. Alors Isaïa, t'as aimé? Oui, j'ai bien aimé. C'est pas trop dur? Non. Je trouve que moi qui disais que peut-être que j'allais pas réussir, j'ai vraiment apprécié. La Créole Color Run, un événement solidaire. Enjoy Event, l'organisateur de la manifestation, compte verser une partie des fonds récoltés à l'Association des jeunes médecins de Guadeloupe. Il paiera également une prestation de divertissement aux enfants malades du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. Et les couleurs étaient également au rendez-vous hier dans les rues du Moule. Une trentaine de groupes de carnaval ont défilé. Caisse Claire, Groupe Apo, les Biker Girls déguisées également en coccinelle étaient de la partie. On remarque d'ailleurs que les femmes prennent de plus en plus de pouvoir dans les défilés de carnaval. Le reportage de Karine Gelman. Tout est réuni pour le carnaval 2016 au Moule. Le maquillage, les masques, les cornets de pistache, le snowball ou bien encore le fouet. Mais une particularité, les Bikers Girls, une équipe de femmes au destrier de fer et une énergie communicative. Nous les avons suivies tout au long du carnaval et au Moule, c'est à la tête du cortège qu'on les retrouve. Donc au Moule, ce sera notre la deuxième édition, puisque l'année dernière nous étions en Moule, nous étions toutes en hawaïenne et là cette année nous sommes encore fidèles. Voilà. Principal constat de ce carnaval 2016, les femmes sont de plus en plus présentes. Déjà, on constate qu'au niveau de la société, la femme évolue énormément, donc on est dans tous les domaines, aussi bien dans le carnaval que dans le monde du travail. Donc, sachant que la femme, c'est le pilier quand même de la famille, c'est tout à fait normal qu'on participe aussi au carnaval. Tout à fait.
Pourquoi? Bah, ça relève un peu le groupe, puisqu'il faut des femmes pour danser pour les musiciens, pour que les musiciens sentent qu'il y a, du monde qui vit leur musique. Et avant, il y en avait moins? Oui, parce que avant c'était pas considéré comme maintenant. Maintenant c'est du festival, mais avant c'était plus de la débauche, on disait. Mais maintenant c'est festif, donc voilà. Formidable parce que les femmes elles font la musique aussi, elles ont les contes de lambi, elles jouent le tambour. C'est vraiment agréable à voir. C'est une petite révolution? Ah ben ça c'est sûr. Avant c'était l'homme seulement, maintenant la femme elle fait un peu de tout quoi. Ah, de plus en plus que les femmes veulent sortir. Et c'est son seule joie. Toutefois, les nouvelles générations sont mitigées quant à la venue des filles dans les défilés. Je trouve que oui, parce que la plupart des groupes, c'est que des garçons. Et les filles dansent plus, mais il y en a moins dans les groupes. Non. Et c'est bien sûr ce qu'on appelle le Girl Power. Allez, c'est le moment de faire vos points sur vos coupures d'eau du jour. À Sainte-Anne, la distribution de l'eau est perturbée depuis ce matin 8h dans le secteur de Fouché. Retour à la normale aujourd'hui en début de soirée. À Port-Louis, des travaux de raccordement sont effectués dans le bourg. Aujourd'hui, conséquence, l'eau sera coupée jusqu'à demain après-midi. Enfin, à Bémao, plusieurs quartiers sont privés d'eau potable depuis ce matin 8h en raison de travaux sur le réseau. Sont concernées les zones de Budan, Calvaire-Chapelle, Font-Budan ou encore l'Official. Retour à la normale prévu dans les prochaines heures. Avant de se quitter, on va faire le point sur vos prévisions météo pour cet après-midi. On va avoir le droit à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. La région pointoise n'échappera pas également à quelques gouttes de pluie. Les températures, elles, afficheront entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique Innovation préparée par Karine Gehlmann. Vous retrouverez ensuite une météo détaillée de notre région, le journal de TF1 et Petit secret entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.